C'était un matin glacé au cœur du Texas, un de ces matins où le givre mord la peau et où le vent semble vouloir traverser les murs. Dans un petit salon à la lumière blafarde, 3 enfants au ventre creux se blottissaient les uns contre les autres sur un vieux canapé aux coussins affaissés. Leur grand-mère, silhouette frêle et résolue, se tenait dans la cuisine, les lèvres en mouvement dans un murmure discret, elle priait. Voilà 2 jours qu'il n'avait rien avalé de solide. Les placards étaient vides, son porte-monnaie aussi, et elle ne savait plus comment empêcher ses petits de s'endormir encore une fois le ventre vide. Pourtant, ce qui allait se passer ensuite défierait toute explication rationnelle et marquerait la mémoire de tous ceux qui entendraient un jour cette histoire. À la lisière d'une petite ville texane se trouvait une maison modeste, basse et vieillissante, dont la peinture blanche s'écaillait par plaques et dont le porche de bois grinçait à chaque pas. C'est là que vivait Margaret, que tout le monde appelait Maggie Johnson, 65 ans, veuve depuis de longues années, devenue par la force des choses la seule tutrice de ses 3 petits-enfants, Ethan, 6 ans, Lily, 8 ans, et Jacob, 10 ans. Maggie avait toujours été une battante. Pendant près de 40 ans, elle avait travaillé comme couturière, reprisant les chemises des ouvriers des ranchs, confectionnant des courtes pointes pour ses voisins, et tenant un minuscule coin retouche au fond d'un magasin de bricolage. Mais l'arthrose s'était insinuée dans ses mains, raidissant ses doigts, et des douleurs lombaires chroniques rendaient toute station debout prolongée insupportable. Le travail avait cessé, les factures non. La tragédie qui avait placé les enfants sous sa garde était encore vive dans toutes les mémoires. 1 an plus tôt, sa fille unique, Anna, avait perdu la vie dans un accident de voiture sur la Highway 90, au cœur de la nuit. Le père des enfants, lui, avait disparu bien avant, laissant Maggie affronter seule le poids écrasant de cette responsabilité. Vue de l'extérieur, la maison semblait encore accueillante, quelques pots de fleurs sur le porche, un carillon de métal tintant doucement au gré du vent. Mais à l'intérieur, les étagères du garde-manger ne contenaient plus rien. La dernière boîte de macaroni avait été partagée entre les enfants 2 jours auparavant. Il ne restait désormais qu'une demi-bouteille d'huile de cuisson et un petit saleron presque vide. « Grand-mère, j'ai faim », avait murmuré Ethan ce matin-là, en tirant sur l'ourlet élimé de sa chemise de flanelle. Maggie s'était accroupie, caressant ses cheveux avec tendresse. « Je sais, mon trésor. Je trouverai une solution. » Mais au fond d'elle, elle ignorait comment y parvenir. Le voisinage souffrait tout autant, la crise économique avait frappé la région de plein fouet, les emplois de l'usine locale s'étaient volatilisés, les prix de l'épicerie grimpaient sans cesse, et même le garde-manger de l'église ne suffisait plus à la demande. Le pasteur Williams, ami de Maggie depuis plus de 20 ans, lui avait confié que les dons ne couvraient même plus la facture d'électricité de la chapelle. Ce matin-là, Jacob était assis à la table de la cuisine, traçant distraitement des cercles avec son doigt sur le bois usé. « Pourquoi Dieu ne nous aide-t-il pas plus vite » demanda-t-il, sans colère, mais avec cette lucidité désarmante qu'on ne devrait pas trouver chez un enfant de 10 ans. Lily, dans un élan, tenta de distraire son petit frère en lui proposant un jeu d'imagination, mais sa voix manquait de l'entrain habituel. Maggie prit une longue inspiration et se dirigea vers une petite étagère en bois, dans un coin du salon. Posée dessus, une modeste statue de la Vierge Marie, mains ouvertes en signe de bénédiction. C'était un cadeau reçu le jour de son mariage, offert par la mère de son défunt mari, et elle ne s'en était jamais séparée. La vieille femme s'agenouilla devant elle, les lattes du plancher gémissant sous son poids, et se mit à prier à voix basse. Elle n'avait jamais prié avec autant d'urgence de toute sa vie. « Si je dois me priver, je peux l'endurer, » murmura-t-elle. « Mais je t'en supplie, ne laisse pas ces enfants souffrir. J'ai promis à Anna de veiller sur eux. Aide-moi à tenir cette promesse. » Dans le couloir, les enfants observaient en silence. Ils ne saisissaient pas chaque mot, mais reconnaissaient le ton, c'était celui de quelqu'un qui se battait contre la dernière ombre du désespoir. Dehors, le vent de décembre faisait vibrer la vieille boîte aux lettres en fer et portait jusqu'à eux l'odeur lointaine de fumée de bois. À l'intérieur, le temps semblait figé, chaque tic-tac de l'horloge s'étirant comme pour mettre à l'épreuve leur patience. Maggie resta à genoux jusqu'à sentir ses jambes trembler. Lorsqu'elle se releva, s'aidant de l'étagère pour garder l'équilibre, il ne lui restait plus qu'à occuper les enfants. Elle proposa un jeu, camper dans le salon, chercher des baies imaginaires, pêcher dans une rivière invisible. Les 2 plus jeunes acceptèrent, mais Jacob resta près de la fenêtre, fixant la rue vide. Au coucher du soleil, Maggie leur donna à chacun un petit verre d'eau sucrée qu'elle appela jus spécial. Ils burent sans se plaindre, mais elle vit bien que cette douceur n'effaçait pas la douleur dans leurs estomacs. Cette nuit-là,
bien après que les enfants se furent endormis ensemble sous une vieille courte pointe, elle resta assise seule à la table de la cuisine, les mains en serrant un mug ébréché de thé tiède. Le vent hurlait dehors. Dedans, elle retenait ses larmes. La vérité était nue, il ne restait rien à leur donner au petit matin. Ce que Maggie ignorait, ce que personne n'aurait pu deviner, c'est que moins de 24 heures plus tard, un étranger apparaîtrait sur son perron, portant un panier qui changerait tout. Le lendemain se leva sous un ciel d'hiver bas et lourd, comme prêt à écraser la petite ville. Dans la maison des Johnson, l'air semblait peser plus que les nuages. Les enfants se déplaçaient en silence, comme si parler risquait de briser quelque chose de fragile. Ethan, assis en tailleur sur le sol, serrait dans ses bras un vieil ours en peluche borgne. Lily, encore vêtue de son pyjama rose délavé, feuilletait un livre d'images sans tourner de page. Jacob, l'aîné, se tenait dans l'embrasure de la cuisine, observant chaque geste de sa grand-mère comme s'il attendait qu'un miracle surgisse de ses mains. Maggie bougeait lentement, ses articulations raides, le dos douloureux après une nouvelle nuit passée sur le canapé affaissé. Elle ouvrit encore une fois le placard, même si elle savait déjà ce qu'elle y trouverait, une demi-bouteille d'huile, une boîte de bicarbonate, rien d'autre. Elle referma doucement la porte pour ne pas troubler le silence. La voix de Jacob brisa pourtant l'air figé. « Grand-mère, est-ce qu'on va manger aujourd'hui » demanda-t-il. Ce n'était pas de la colère, mais la lassitude d'un soldat qui voudrait savoir si les renforts arrivent. Elle croisa son regard et vit les cernes creusées autour de ses yeux. Une douleur lui vrilla la poitrine. « Je m'en occupe, mon chéri » répondit-elle. Mais même elle entendit la fragilité de sa promesse. C'est alors que son regard retomba sur la petite étagère du salon. La statue de la Vierge était là depuis des décennies, témoin muet de chaque déménagement, de chaque épreuve, de chaque perte. Aujourd'hui, elle semblait la regarder avec la même sérénité qu'à l'accoutumée, les mains tendues comme pour offrir une aide invisible. Sans un mot, Maggie traversa la pièce. Les enfants suivirent des yeux, sentant qu'un moment important se préparait. Elle plia les genoux, les lattes gémirent à nouveau, et elle joignit ses mains. Sa voix, presque un souffle, s'éleva. « Chère mère, tu sais que je t'ai rarement demandé quoi que ce soit dans ma vie. » Maggie avait toujours su se contenter de peu, même lorsque le peu frôlait le néant. Mais ce matin-là, ce n'était pas pour elle qu'elle se tenait là, les mains jointes, la voix tremblante, le cœur lourd, c'était pour eux. Dans le couloir, Lily, dissimulée à moitié derrière l'encoignure d'une porte, retenait sa respiration, comme si le moindre souffle risquait de rompre ce moment fragile. Ethan, trop jeune pour comprendre la portée des paroles de sa grand-mère, observait seulement le mouvement silencieux de ses lèvres. « Ce sont des enfants, Seigneur, » murmura Maggie, la gorge nouée. « Ils n'ont pas choisi cette vie. Ils n'ont pas demandé à subir tout cela. Moi, je peux encore me priver, j'en ai l'habitude. Mais eux ont besoin de manger, de courir, de rire, de grandir. J'ai promis à leur maman que je prendrais soin d'eux, et je sens que je n'y arriverai plus seul. » Ses doigts se crispèrent jusqu'à blanchir ses jointures, comme pour agripper une force qui lui échappait. Les mots, contenus trop longtemps, jaillirent avec urgence. « Je suis fatigué, Seigneur. Mon corps me trahit. Mes mains ne sont plus celles d'autrefois. J'ai frappé à des portes, demandé de l'aide, mais rien ne change. Envoie-moi quelque chose, n'importe quoi, avant que je ne sois contrainte de leur dire qu'il ne reste plus rien. » Le silence retomba, seulement troublé par le tic-tac lointain de l'horloge et le souffle régulier des enfants. Les pensées de Maggie dérivèrent vers la veille au soir, lorsqu'elle avait presque imaginé appeler les services sociaux, leur confier les enfants pour qu'ils puissent au moins manger à leur faim. Cette simple idée lui avait retourné l'estomac. Non, jamais. Pas après tout ce qu'ils avaient déjà perdu. Des larmes montèrent, brûlantes. « Si tu m'entends encore, montre-moi que je ne suis pas seule. » Elle demeura à genoux, paupières closes, laissant la lumière du matin se frayer un chemin à travers les rideaux fins pour venir effleurer son visage. Ce n'était pas une réponse, pas encore, mais c'était un signe, même au cœur de l'hiver le plus froid, le soleil trouvait toujours un chemin. De l'embrasure de la porte, Jacob osa un murmure. « Tu crois que ça va marcher, mamie ? Tu crois que Dieu va t'entendre ?» Elle tourna la tête, croisant son regard. « Il entend toujours » répondit-elle d'une voix douce, bien que sa propre foi vacillât sous le poids de la faim et de l'inquiétude. Elle se releva lentement, ses genoux protestant à chaque mouvement, et rejoignit la cuisine.
Elle versa à chacun un verre d'eau dans lequel elle mélangea une cuillerée de sucre, un reste qu'elle gardait précieusement pour la pâtisserie. Du jus spécial, lança-t-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Les enfants burent sans poser de questions. L'après-midi, elle tenta de les distraire. Ensemble, ils jouèrent aux explorateurs, le tapis du salon devint une île mystérieuse, le couloir une jungle dense. Mais derrière ces rires forcés, son esprit revenait sans cesse à cette prière. Serait-elle exaucée? Ou demain viendrait-il avec le même vide qu'aujourd'hui? Elle l'ignorait, mais il y avait dans la lumière persistante qui caressait le visage de la petite statue, dans le silence presque sacré de cette pièce, une infime étincelle d'espérance. Et, loin de cette maison, bien au-delà de ce que Maggie pouvait imaginer, une réponse se mettait déjà en marche. Le lendemain s'annonça sous un soleil pâle, filtré par un voile de nuages d'hiver. Maggie enfila son vieux pull de laine, usé au coude par les années, malgré les douleurs qui lui nouaient les articulations. Elle avait pris sa décision, aujourd'hui, elle essaierait encore. Elle frapperait aux portes, rappellerait d'anciennes promesses, ferait tout ce qui serait nécessaire. Dans le salon, les enfants l'observaient en silence. Ethan serrait fort son ours en peluche. Lily était assise en tailleur, et Jacob, adossé au mur, feignait de lire mais tendait l'oreille au moindre bruit venant de la cuisine. Tous savaient ce que cette sortie signifiait, ou bien elle reviendrait avec de quoi manger, ou bien une nouvelle nuit passerait avec des assiettes vides. En milieu de matinée, Maggie sortit dans l'air froid. Le quartier semblait figé, seulement animé par le grondement lointain d'un camion sur la route. Elle commença par la maison voisine. Madame Rivera ouvrit la porte, le regard fatigué, un gilet élimé sur les épaules. « Maggie, j'aimerais tant pouvoir t'aider, mais cela fait 3 jours que nous nous partageons une soupe en boîte. » Maggie hocha la tête, esquissa un sourire qui se voulait rassurant. « Je comprends. Merci quand même. » 2 rues plus loin, elle se présenta chez Monsieur Harris, ancien mécanicien qui autrefois échangeait ses réparations contre ses travaux de couture. Il lui fit signe de la tête avant même qu'elle ait fini sa phrase. « Le travail est rare. Mes propres enfants m'aident à payer le loyer ce mois-ci. » Encore une fois, Maggie le remercia poliment, mais chaque refus ajoutait un poids à sa poitrine. Sa dernière halte fut la petite épicerie du coin, un bâtiment de briques à l'enseigne peinte à la main. L'odeur mêlée du café et du vieux bois flottait à l'intérieur. Tom Bennett, le propriétaire, la connaissait depuis sa jeunesse. Il s'appuya sur le comptoir, le visage marqué par l'inquiétude, lorsque Maggie lui demanda si elle pouvait prendre du pain et payer plus tard. « Maggie, tu sais bien que j'aimerais. Mais je suis déjà en retard de 3 mois auprès de mes fournisseurs. Si je commence à donner plus de crédit, je perds la boutique. » Il plongea la main dans un bocal et en sortit 2 petits bonbons à la menthe, les glissant dans sa paume. « Pour les enfants? Ce n'est pas grand-chose. Je suis désolé. » Lorsqu'elle ressortit, le soleil avait grimpé un peu plus haut, mais la journée paraissait plus froide encore. Les rues semblaient vides, comme si tout le monde s'était replié sur soi pour affronter ses propres tempêtes. Ses pas résonnaient sur le trottoir fissuré, seul rythme dans ce silence glacé. À la maison, elle hésita un instant avant d'ouvrir la porte. Elle savait qu'elle trouverait 3 visages levés vers elle, pleins d'espoir, qui s'éteindraient dès qu'ils comprendraient. Elle n'était pas certaine de pouvoir supporter cela une seconde fois. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda Jacob aussitôt, la voix pleine d'attente. Maggie secoua doucement la tête. « Pas aujourd'hui, mon cœur. » Les épaules de Lily s'affaissèrent, la lèvre d'Ethan se mit à trembler. Jacob, lui, ne dit rien, baissant simplement les yeux. Le silence qui suivit pesa plus lourd que n'importe quel mot. Elle les serra tous contre elle, leur petit corps blotti contre le sien. « Je suis désolé. On continuera d'essayer. Demain sera différent. » Mais, au fond, elle n'était pas sûre d'y croire. Le soir, la maison retrouva son calme fragile. Maggie regarda les enfants s'endormir sous la couverture où sa fille avait autrefois dormi. Restée seule à la table de la cuisine, elle laissa ses mains reposer sur le bois froid, ses pensées tournant en boucle autour de la même question, combien de temps encore pourrait-elle tenir ainsi? Ce qu'elle ignorait, c'est que la réponse était bien plus proche qu'elle ne l'imaginait à peine un lever de soleil plus loin. Le matin suivant, un silence inhabituel régnait, comme si l'air même dans la petite maison Johnson s'était figé. Les enfants, eux aussi, parlaient moins, laissant place au froissement discret des couvertures et au grincement épars des vieux planchers. Dehors, le ciel s'était teinté d'argent pâle,
et les branches nues du jardin oscillaient doucement dans le souffle glacé de l'hiver. Maggie s'assit sur les marches du perron, les coudes appuyés sur les genoux, le regard fixé sur la rue vide, comme si à tout moment elle pouvait voir surgir la réponse qu'elle avait tant attendue. Son pull était boutonné jusqu'au dernier bouton, mais le froid, perfide et tenace, s'infiltrait malgré tout, comme s'il cherchait à éprouver sa résistance. Depuis l'aube, Maggie tournait en rond entre la cuisine et le salon, écoutant le craquement du vieux plancher sous ses pas, le cœur alourdi par l'incertitude de sa prochaine décision. Par la fenêtre, Jacob scrutait la rue, son souffle brouillant légèrement le carreau glacé. « Grand-mère regarde encore au bout de la route », chuchota Théil à Lily. La petite s'approcha, posa ses mains sur la vitre froide, et resta immobile, ses yeux cherchant à percer le voile gris du matin. Bientôt, Ethan, encore en pyjama, vint se glisser entre eux. C'est alors que, tout au fond du chemin poussiéreux, une silhouette apparut, minuscule d'abord, presque noyée dans la brume matinale, puis se dessinant peu à peu à mesure qu'elle avançait. C'était une femme, marchant d'un pas régulier, ni pressée ni hésitant. Elle portait un manteau simple, bleu marine, et tenait dans ses bras un grand panier d'osier recouvert d'un linge blanc. « Qui est-ce » demanda Lily, sans obtenir de réponse. Aucun d'eux ne la reconnaissait. Maggie, elle aussi, avait remarqué la silhouette. Quelque chose dans cette démarche ferme, mais empreinte de douceur la fit se redresser instinctivement. La femme s'arrêta devant le portail, son sourire paisible semblant dire qu'elle était exactement là où elle devait être. « Bonjour », dit-elle d'une voix chaude et claire qui portait dans l'air vif. « Êtes-vous Madame Johnson ?» Maggie hésita un instant. « Oui, c'est moi. » La voix poursuivit, « On m'a dit que vous vous occupez de vos petits-enfants. Les temps sont durs, n'est-ce pas ?» Ces mots serrèrent le cœur de Maggie. « Qui vous a dit cela ?» demanda-t-elle. Le sourire de la femme ne vacilla pas, « Disons que j'entends ce qui compte vraiment. » Sans attendre d'autorisation, elle déverrouilla le portail et entra. Normalement, Maggie se serait braquée face à une telle intrusion. Mais cette visiteuse dégageait une aisance, une lumière dans le regard, qui apaisait toute volonté de résistance. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle. Maggie hocha la tête, encore incertaine. Les enfants étaient maintenant rassemblés à la porte, la curiosité brillant dans leurs yeux. La femme leur adressa un sourire, « Vous devez être Jacob, Lily, et le petit Ethan. » Jacob écarquilla les yeux. « Comment vous connaissez nos prénoms ?» La femme ne répondit pas directement, elle entra dans le salon, posa son panier sur la table basse, et souleva le linge blanc. Une odeur douce et chaude emplit la pièce, celle du pain frais, encore tiède. Sous le tissu, on découvrit des oranges et des pommes luisantes, des briques de lait, un poulet rôti enveloppé de papier, des sacs de haricots et de riz, une boîte d'œufs et même une petite boîte de biscuits. Ethan en resta bouche bée, Lily joignit les mains comme pour retenir cette image, de peur qu'elle ne disparaisse, Jacob fit un pas vers le panier, aimanté par cette abondance inattendue. « Mon Dieu !» murmura Maggie en portant la main à sa bouche. « C'est pour vous, » dit doucement la femme. « Pour vous tous. » Maggie secoua la tête, les larmes piquant déjà ses yeux. « Je ne sais quoi dire. Je ne peux pas vous rembourser. » La femme posa une main chaude sur son épaule, chaleur qui contrastait avec le froid de l'hiver. « Votre amour pour ces enfants suffit. Il est allé bien plus loin que vous ne l'imaginez. » Les enfants se mirent à décharger le panier, leurs petites mains frôlant le pain, les fruits, comme pour vérifier que tout cela était bien réel. La femme les accompagna, plaçant le poulet dans la cuisine, rangeant les œufs sur le comptoir, se mouvant dans la maison comme si elle en connaissait chaque recoin. Maggie, depuis l'embrasure, l'observait, troublée par une étrange impression de déjà-vu. Il y avait dans ce visage calme, bienveillant quelque chose qui effleurait sa mémoire sans qu'elle parvienne à s'en saisir. Enfin, elle osa, « Excusez-moi, mais qui êtes-vous » La femme leva les yeux de son ouvrage, et leurs regards se croisèrent. Ses yeux portaient une douceur infinie, mais aussi une profondeur lumineuse, comme un rayon de soleil perçant un ciel chargé. « Madame Johnson, je crois que vous le savez déjà. » Les mots flottèrent dans l'air, s'y déposant comme une présence tangible. Maggie sentit son souffle se suspendre, son cœur battre avec force. Elle ne comprenait pas encore, mais pressentait que ce qui se passait dans son salon n'avait rien d'ordinaire. La femme sourit de nouveau, un sourire à la fois humain et éternel. « Je suis venue pour vous aider, et quand vous serez prête, je vous expliquerai comment. » Pour la première fois depuis des jours, l'espérance ne se contenta pas de vaciller en Maggie, elle s'épanouit pleinement,
chaude et vivante. Les provisions, désormais alignées sur le comptoir, illuminaient de leur couleur vive la vieille cuisine. Les enfants, encore ébahis, chuchotaient entre eux comme s'ils craignaient de rompre un enchantement. Maggie, elle, se tenait en retrait, tordant nerveusement l'ourlet de son pull, avec la sensation étrange de se trouver au seuil de quelque chose d'inconnu. La femme se tourna vers elle. « Madame Johnson, vous portez un lourd fardeau depuis longtemps. » Maggie avala difficilement. « Nous avons tous nos charges, certaines plus lourdes que d'autres. » La visiteuse s'approcha, son regard accroché à celui de Maggie avec une intensité douce mais inébranlable. « Mais le vôtre a été entendu. » Un silence épais s'installa. On aurait dit que l'air lui-même s'était figé, et même le ronronnement du vieux réfrigérateur s'était tu. Maggie demanda, hésitante, « Entendu. Que voulez-vous dire ?» La femme esquissa un sourire discret, semblable à la lumière d'une aube pénétrant une chambre par la fenêtre. « Chaque prière, chaque larme, chaque fois que vous avez murmuré que vous ne pouviez plus continuer seul, j'étais là. » Un frisson parcourut Maggie. « Vous étiez là. » « Oui. » Sa voix, ferme et certaine, avait un poids qui dépassait les mots. « J'ai marché à vos côtés durant les longues nuits. J'ai vu vos choix d'amour plutôt que de désespoir, même quand vous croyiez que personne ne le remarquait. » Les enfants, soudain silencieux, fixaient la scène. Jacob échangea un regard avec Lily, ils comprenaient, à leur manière, que ce moment ne devait pas être interrompu. Maggie fit un pas vers la femme. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix presque éteinte. L'expression de l'étrangère s'adoucit encore. « Je suis celle à qui vous parlez chaque matin dans cette maison. Celle dont l'image repose sur cette petite étagère en bois. Je suis votre mère céleste. » Les mots résonnèrent dans la pièce et dans la poitrine de Maggie. Ses genoux faillirent céder, elle se retint au comptoir. « Voulez-vous dire ?» ?»« Oui. » Le sourire de la femme se fit plus profond, ses yeux brillants d'une tendresse infinie. « Je suis la mère de celui qui ne vous abandonne jamais. Je suis la Vierge Marie. » Maggie inspira brusquement. Longtemps, elle resta figée, le nom sacré emplissant son esprit d'échos de prières anciennes. « Je ne suis pas digne. » balbutia-t-elle. La Vierge s'avança, posa ses mains sur ses épaules, « Ce n'est pas la dignité que je suis venue chercher. C'est l'amour. Et l'amour que vous avez versé dans la vie de ces enfants, même quand il ne vous restait plus rien, a touché le ciel. » Ethan tira doucement sur la manche de Lily. « C'est un ange, murmura-t-il. » Lily secoua la tête, le regard émerveillé. « C'est plus que ça. » La Vierge se tourna vers eux, son sourire embrassant leur innocence. « Je suis la mère de vous tous. Et une mère prend toujours soin de ses enfants. » Elle s'agenouilla pour les regarder dans les yeux. « Vous êtes précieux à mes yeux. Et je vous ai apporté ce dont vous avez besoin. Ce n'était pas seulement pour ce jour-là, mais pour que sa grand-mère puisse subvenir à leurs besoins avec dignité. » La mystérieuse visiteuse se redressa, ses yeux empreints d'une douceur inébranlable, et se tourna vers Maggie. Sa voix était à la fois ferme et apaisante. « Demain matin, tu iras à la boutique Rose Street Kilt. La femme qui tient cet endroit, Madame Helen Porter, t'offrira du travail que tu pourras réaliser chez toi. Tes mains guériront juste assez pour que tu puisses de nouveau coudre. Cela n'effacera pas toute ta douleur, mais cela te donnera la force dont tu as besoin. » Les larmes ruisselaient maintenant librement sur les joues de Maggie, sans la moindre honte. Elle murmura, bouleversée. « Vous connaissez mes mains ?» Le regard de la Vierge resta immobile, calme, mais brûlant d'une connaissance infinie. « Je sais tout ce que tu as porté, Maggie. » Pendant un long moment, elles restèrent ainsi, face à face, l'une tremblante d'émerveillement et de stupeur, l'autre rayonnant d'une paix si profonde qu'elle semblait remplir chaque recoin obscur de la petite cuisine. Enfin, la voix de Maggie se brisa sur une question. « Pourquoi moi ?» Un léger sourire passa sur les lèvres de Marie. « Parce que tu n'as jamais cessé d'aimer, même dans la faim, même dans le désespoir. Et un tel amour ne passe jamais inaperçu. » Les enfants, qui s'étaient rapprochés sans un mot, fixaient la silhouette sereine de la visiteuse. Jacob, l'aîné, osa parler le premier. « Est-ce que vous reviendrez ?» Le sourire de la Vierge se fit plus tendre encore. « Je serai toujours proche. Tu ne me verras peut-être pas, mais tu me sentiras. » Puis, aussi discrètement qu'elle était entrée, elle se dirigea vers la porte. Arrivée sur le seuil, elle se retourna une dernière fois.
Souviens-toi de ce jour, et quand le moment viendra, transmets cette bonté à ton tour. Et, dans la lumière du matin, sa silhouette brilla une fraction de seconde, puis disparut d'une manière qu'aucun d'eux ne pourrait jamais expliquer. Les 3 enfants restèrent figés, serrés contre leur grand-mère, comme pour retenir encore un peu la chaleur de ce moment miraculeux. Le lendemain se leva, vif et clair, un de ces matins d'hiver où la lumière du soleil semble plus nette, plus éclatante, comme si le monde entier avait été lavé pendant la nuit. Dans la petite maison des Johnson, les enfants étaient déjà éveillés. Chuchotant, ils jetaient des coups d'œil vers la cuisine, le panier de la veille était toujours là, un peu moins garni, mais tout aussi incroyable que lors de son apparition. Maggie, debout près de la fenêtre, entourait de ses mains une tasse de vrai café opale au réchauffé et fade qu'elle buvait depuis des semaines. Elle repassait sans cesse dans sa tête les mots entendus la veille, demain matin, tu iras à Rose Street Kilt. Ces paroles avaient été prononcées avec une telle certitude qu'elles semblaient gravées dans la pierre, plus qu'une simple recommandation, presque une prophétie. Après un petit déjeuner copieux de grosses tranches de pain grillé tartinées de beurre, des œufs brouillés et un verre de lait pour les enfants, Maggie enfila son plus beau manteau. Depuis le perron, les enfants la regardèrent s'éloigner dans la rue, le soleil d'hiver faisant scintiller le givre accroché à l'herbe. La boutique Rose Street Kilt se trouvait à l'autre bout de la ville, nichée entre un fleuriste et une quincaillerie. Ses vitrines débordaient d'étoffes colorées, et une délicate odeur de lavande flottait dans l'air lorsque Maggie franchit le seuil. Derrière le comptoir, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés tirés en un chignon impeccable, leva la tête de sa table de coupe et sourit. « Puis-je vous aider ?» La voix de Maggie était prudente, presque hésitante. « On m'a dit que vous pourriez avoir besoin de quelqu'un pour du travail manuel. » La femme pencha la tête, attentive. « Votre nom ?» Maggie Johnson. Un éclair de reconnaissance illumina le visage de la commerçante. « Eh bien. Voilà un nom que j'ai déjà entendu. Ma cousine travaillait autrefois avec une certaine Maggie Johnson, dans une filature. Elle disait que vous aviez les mains les plus précises qu'elle ait jamais vues. » Un frisson de chaleur et de souvenir traversa Maggie, un lien inattendu venait de naître. C'était vrai, jusqu'à ce que... Elle baissa les yeux vers ses doigts noueux, marqués par la douleur. Hélène Porter, la propriétaire, contourna le comptoir et lui tendit un petit tambour à broder, un morceau de lin tendu dessus. Essayez donc, juste quelques points. Au début, les doigts de Maggie tremblaient, l'ancienne douleur aux articulations menaçant de l'arrêter. Mais, à mesure que l'aiguille glissait dans le tissu, quelque chose changea. La douleur ne disparut pas complètement, mais elle devint supportable. Ses mains semblaient se souvenir, heureuses de retrouver leur art. Lorsqu'elle eut terminé une petite fleur, Hélène l'examina en arquant les sourcils. Magnifique, net. Vous n'avez rien perdu de votre talent. Un flot de soulagement et de gratitude envahit Maggie. Je pourrais travailler de chez moi. J'ai l'espace, et cela me permettrait de rester avec les enfants. Parfait, répondit Hélène. Je vous paierai à la pièce. Commencez avec 3 chemins de table. S'ils sont de cette qualité, nous irons plus loin. Lorsque Maggie ressortit, elle portait une pile de tissus, un paquet de fils et un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Cet après-midi-là, elle installa son coin couture près de la fenêtre, là où la lumière était la plus généreuse. Les enfants l'entourèrent, curieux. « Grand-mère, tes mains ne te font plus mal ?» demanda Lily. « Pas comme avant » répondit-elle avec un sourire doux. Elle enfila l'aiguille et se mit à coudre. Le va-et-vient régulier, presque musical, ramenait en elle la vie qu'elle croyait perdue. Les heures filèrent sans qu'elle s'en aperçoive. Pour la première fois depuis des années, elle put travailler un après-midi entier sans s'arrêter à cause de la douleur. La semaine suivante, la maison changea. Les étagères du garde-manger se remplirent peu à peu. Les rires des enfants revinrent. Maggie se surprit à fredonner de vieux cantiques en cousant. Hélène, ravie de la première livraison, doubla sa commande et son paiement. Le 7e jour, Maggie apporta son travail à la boutique. Hélène caressa les broderies du bout des doigts. Ce sont les plus beaux points que j'ai vus depuis des années. Si vous gardez ce rythme, j'aurai toujours du travail pour vous. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, Maggie resta assise dans la cuisine silencieuse, une tasse de café tiède entre les mains. Ses doigts reposaient tranquillement sur la table, ni douleur, ni enflure. Elle leva les yeux vers la petite statue de la Vierge posée sur l'étagère et murmura. « Tu as tenu parole. » Et, bien qu'elle fût seule dans la pièce, elle sentit une chaleur dans son dos,
comme si une main invisible s'y était posée pour la soutenir. Le deuxième dimanche après l'arrivée du panier, la maison de Maggie avait retrouvé son éclat. Les enfants couraient de nouveau d'une pièce à l'autre, leur rire s'échappant jusque dans la rue. Les repas n'étaient plus des instants tendus et silencieux, ils étaient redevenus bruyants et joyeux, avec des assiettes bien garnies et même durables. Ce matin-là, Maggie habilla les enfants de leurs plus beaux habits. Jacob portait une chemise un peu trop grande, mais parfaitement repassée. Lily avait ses cheveux attachés de ruban. Ethan serrait contre lui un petit camion en plastique, refusant de s'en séparer même pour aller à l'église. À la chapelle First Hope, le pasteur Williams les accueillit avec un large sourire. « Ravi de vous voir tous ce matin. » Ses yeux se posèrent sur Maggie, il y lisait quelque chose de nouveau, un apaisement, peut-être même une joie qui n'y avait pas été depuis longtemps. Après les cantiques, le pasteur invita ceux qui le souhaitaient à partager un témoignage. Le cœur de Maggie battait à tout rompre. Elle n'avait jamais été de celles qui aiment parler en public. Mais le souvenir du coup frappé à sa porte brûlait encore dans son esprit. Elle se leva lentement, sentant tous les regards se tourner vers elle. Sa voix, d'abord timide, gagna en assurance. « Je voudrais vous raconter ce qui nous est arrivé il y a 2 semaines. Nous n'avions plus rien à manger. Je priais, demandant au Seigneur de nous venir en aide. Et puis, une femme que je n'avais jamais vue est venue frapper à ma porte avec un panier rempli de nourriture, assez pour tenir jusqu'à ce que je trouve du travail. » Parmi les bancs serrés de l'église, un murmure discret avait traversé l'assemblée lorsque Maggie s'était avancée pour raconter son histoire. Elle parla de la chaleur ineffable qui brillait dans les yeux de cette femme inconnue, de la manière dont elle avait appelé chaque enfant par son prénom, avec une tendresse naturelle et une autorité douce qui ne demandait pas à être imposée. Elle ne révéla pas chaque détail, car certaines images et certaines paroles lui semblaient trop sacrées pour être partagées. Mais elle raconta le plus important, le changement que cette rencontre avait provoqué dans sa vie et dans celle des enfants. Ce n'était pas seulement la nourriture déposée sur leur table ce matin-là, c'était l'espérance revenue dans leur maison, c'était un travail trouvé, un revenu qui lui permettait de travailler de chez elle, malgré ses mains usées. Lorsqu'elle termina, plusieurs yeux dans l'église brillaient de larmes silencieuses. Le pasteur William s'avança alors et déclara « Voilà ce que Dieu accomplit, parfois par les mains d'inconnus, parfois par des moyens que nous ne pouvons expliquer. » Après le culte, dans le petit jardin de l'église, des gens vinrent vers elle. Madame Reynolds lui remit 2 grands sacs remplis de vêtements pour les enfants. Un jeune homme nommé Tom glissa discrètement dans sa main une enveloppe contenant une carte cadeau d'épicerie. La famille Henderson les invita pour le déjeuner du dimanche. Très vite, son récit franchit les murs du temple. Au magasin de patchwork, Hélène, la propriétaire, raconta l'histoire à quelques clientes régulières, qui, émues, lui apportèrent des coupons de tissu supplémentaires pour son travail de couture. Même les voisins les plus modestes trouvèrent des moyens de participer, un pain chaud laissé sur le perron, un pot de confiture maison, un sac de pommes parfumées. Puis, un jeudi matin glacial, on frappa de nouveau à la porte. Cette fois, ce n'était pas la mystérieuse visiteuse, mais une jeune mère, pâle et mince, un tout petit sur la hanche. « Êtes-vous Madame Johnson » demanda-t-elle timidement. « On m'a dit à l'église que vous pourriez savoir où je pourrais trouver du travail. » Maggie lut dans ses yeux la même fatigue et la même détresse muette qu'elle avait portée, elle aussi, peu de temps auparavant. Elle ouvrit grand la porte, entrait. Elle les nourrit, elle et son enfant, avec ce qu'elle avait dans son garde-manger, puis décrocha le téléphone pour appeler Hélène, « J'ai ici quelqu'un de rapide de ses mains. Tu crois que tu pourrais l'employer ?» À la fin de la semaine, la jeune femme reçut son premier salaire. Elle revint avec un sourire timide et un petit panier de muffins en remerciement. Maggie les accepta, mais balaya d'un geste toute louange, « Transmets-le, ma chère. Quand quelqu'un t'aide, aide à ton tour la personne suivante. » Ainsi naquit un rythme discret dans le quartier. Ceux qui, un jour, avaient eu besoin d'aide trouvaient à leur tour comment tendre la main, un repas chaud, une piste d'emploi, ou simplement une oreille attentive. Et au centre de ce cercle, Maggie gardait toujours sa porte ouverte, comme on l'avait ouverte pour elle. Ce qui avait commencé par un seul coup frappé à la porte devint une chaîne de bonté que ceux qui connaissaient l'histoire voyaient comme un miracle qui continuait de s'écrire jour après jour. L'hiver céda la place à un printemps doux au Texas, et la maison des Johnson refléta peu à peu la saison nouvelle. Le jardin, autrefois laissé à l'abandon, se parsema de soucis que Lily avait plantés. Jacob avait bricolé un nichoir avec des morceaux de bois récupérés, et Ethan aimait jeter des miettes de pain sur la rambarde du perron en guettant les moineaux. La vie gardait ses défis, les factures,
la couture a terminé, quelques nuits d'insomnie. Mais la morsure de la survie s'était émoussée. Le garde-manger ne se vidait plus jamais complètement, et le rythme régulier de l'aiguille de Maggie assurait toujours de quoi mettre un repas chaud sur la table et de garder la maison au chaud. Un dimanche après-midi calme, elle réunit les enfants autour de la table de la cuisine. Le soleil glissait en nappe dorée sur le bois, illuminant la vapeur qui s'élevait d'une théière. Maggie joignit ses mains, regarda chacun d'eux dans les yeux, vous vous souvenez? Le matin où il ne restait plus rien à manger. Ils hochèrent la tête. Le front d'Ethan se plissa, c'est quand la dame est venue avec le panier. Maggie sourit doucement, exactement. Et vous souvenez-vous de ce qu'elle nous a dit? Quelle était la Vierge Marie, répondit Lily sans hésiter, d'une voix douce mais assurée. Le sourire de Maggie s'agrandit, et elle nous a donné un message important, quand on reçoit de l'aide, on doit aider les autres. C'est ce que je veux que nous fassions, en famille. Jacob se pencha en avant, tout le temps? Aussi souvent que possible, répondit-elle. Chaque mois, nous mettrons de côté un peu, de l'argent, de la nourriture, ce qu'on pourra, et nous le donnerons à quelqu'un qui en a plus besoin que nous. Ce ne sera pas toujours facile, mais c'est ainsi que nous garderons vivant le cadeau qu'elle nous a fait. Les enfants échangèrent un regard et acquiescèrent. Ce n'était pas qu'un projet, c'était une mission. Le premier mois, ils préparèrent une boîte de conserve et la laissèrent sur le perron d'un voisin qui avait perdu son emploi. Le mois suivant, ils achetèrent des fournitures scolaires pour un camarade de Jacob dont le cartable était en lambeaux. Chaque geste était modeste, mais chacun portait le poids silencieux de la promesse que Maggie avait faite. Peu à peu, d'autres dans la communauté le remarquèrent. « Vous les élevez bien », lui dit Madame Reynolds au marché. Maggie se contenta de sourire, sans tout expliquer. Mais ceux qui savaient comprenaient la vérité profonde. Les enfants, eux, grandissaient dans ce rythme du don. Jacob apprit à réparer de vieux vélos et offrit ses services aux enfants qui ne pouvaient pas s'en payer un neuf. Lily confectionnait des vêtements de poupées avec des chutes de tissu, qu'elle offrait à des familles de l'église. Ethan, le plus jeune, se chargeait de distribuer des pâtisseries aux voisins isolés, toujours avec un large sourire. Maggie observait tout cela en silence, le cœur plein. Elle savait qu'un jour, les enfants quitteraient cette petite maison, mais elle espérait qu'ils emporteraient avec eux cette promesse, tout comme elle portait, elle, le souvenir de ce coup frappé à sa porte. Le soir, une fois la maison endormie, elle s'asseyait parfois dans la cuisine, dans la pénombre, son regard se posant sur la petite étagère de bois dans le coin. La statue de la Vierge Marie s'y tenait, immobile, ses robes peintes et bréchées par les années. « Merci », murmurait-elle. Pas seulement pour le panier, le travail, ou la guérison de ses mains, mais pour lui avoir montré que la foi peut se répandre au-delà de nous-mêmes, atteindre des vies que nous ne croiserons peut-être jamais. Ce n'était pas seulement un miracle qui les avait sauvés, c'était le choix de vivre de manière à l'honorer. Et c'était, pensait-elle, le véritable héritage qu'on lui avait confié. Des années plus tard, l'histoire de la femme au panier se racontait encore chez les Johnson. Tantôt autour de la table, tantôt sur le perron, lorsque la brise du soir portait jusqu'à eux l'odeur du pain tout juste sorti du four d'un voisin. Les détails n'avaient pas pâli, le son du coup à la porte, le tissu blanc sur l'osier, la façon dont ses yeux semblaient lire au plus profond de leur cœur. Les enfants avaient grandi, mais la promesse était restée intacte. Jacob obtenait son diplôme, Lily remportait un prix artistique, Ethan apprenait la guitare, et tous continuaient à donner. Aux yeux des autres, cela pouvait sembler n'être que de la gentillesse. Mais pour eux, c'était sacré, la suite d'un miracle. Dans les moments calmes, Maggie jetait encore un coup d'œil à la petite étagère, la statue de la Vierge, ses éclats de peinture attrapant la lumière comme pour lui rappeler qu'elle était toujours là. Elle n'attendait plus une nouvelle visite. Elle n'en avait pas besoin, le miracle avait déjà tout changé. Quand on lui demandait comment elle gardait sa force, elle répondait simplement, « Quand on vous donne de l'espérance au plus bas, on ne la lâche plus. On la transmet. » Car les miracles ne se présentent pas toujours avec des éclairs et des trompettes. Parfois, ils ont le visage d'un inconnu sur votre perron, portant exactement ce dont vous avez besoin. Et parfois, le vrai miracle n'est pas le secours en lui-même, mais ce que vous choisissez d'en faire ensuite. Lors des soirs d'été, assise sur le perron avec une tasse de thé, regardant ses enfants devenus jeunes adultes rire entre amis ou aider un voisin, Maggie savait que la promesse avait pris racine plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Pour ceux qui entendaient son histoire, elle portait un message discret mais obstiné, vous n'êtes jamais vraiment seul. Même quand toutes les portes semblent fermées, il y a quelqu'un qui trouvera un chemin jusqu'à vous. Et lorsque ce moment arrive,
quand votre propre panier se présente à votre porte, rappelez-vous, il n'est pas seulement pour vous. C'est un don qui doit continuer de circuler, toucher d'autres vies, se répandre encore et encore. La petite maison des Johnson était devenue, aux yeux du quartier, un symbole non de richesse ou de confort, mais de résilience, de foi, et de cette générosité qui se multiplie. Ceux qui avaient un jour reçu de l'aide sous ce toit se retrouvaient à en offrir ailleurs. La chaîne de compassion s'étendait bien au-delà des limites de la ville. Même aujourd'hui, chaque fois que Maggie croisait une personne dans le besoin, elle sentait l'écho de ce jour, la chaleur d'une main sur son épaule, la certitude paisible d'une voix, la promesse silencieuse que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ce n'était pas juste un souvenir, c'était un appel à vivre chaque jour comme une preuve vivante de cette vérité. Et peut-être que là réside la leçon pour nous tous, les miracles que nous recevons ne sont pas la fin de l'histoire. Ils en sont le commencement du miracle de quelqu'un d'autre.